Radio J. Kaboom, l'actu BD. Ça, c'est du générique, ça. Waouh, bienvenue dans Kaboom. Merci Greg. Bon, c'est parti, c'est Kaboom, l'actu BD sur Radio J. Mais aujourd'hui, c'est particulier. On est parti pour 8 escales. Le plus beau des voyages commence en tournant une page. Et la bande dessinée n'est pas seulement un art qu'on lit, c'est un art qui nous apprend à regarder le monde autrement. Et lorsqu'un livre change notre regard, il ne nous quitte jamais vraiment. Bienvenue dans Kaboom, l'actu BD, et c'est surtout les bandes dessinées de l'été. Alors, si c'est des bandes dessinées de l'été, c'est une drôle de saison. C'est sans doute la seule période de l'année où on accepte de ralentir. On regarde davantage le paysage par la fenêtre d'un train, on s'attarde sur une terrasse, on laisse enfin le temps au temps. Et puis, il y a ce petit rituel que nous connaissons tous. Juste avant de partir, on prépare sa valise, on hésite, on ajoute une chemise. On enlève un pull, un maillot de bain, on cherche un livre. Et très souvent, presque sans y penser, on glisse une bande dessinée entre deux vêtements. Parce qu'une bande dessinée possède un pouvoir assez extraordinaire. Elle nous fait voyager avant même que l'avion ne décolle. Aujourd'hui, je vous propose justement de remplir cette valise. Pas avec les albums dont tout le monde parle. Non. Mais avec ceux qui, une fois refermés, continuent de vivre longtemps dans notre mémoire. Nous allons traverser la Méditerranée, nous irons dans l'Amérique du roman noir, nous assisterons à la naissance de Star Wars, nous croiserons un homme qui réussit à vendre la Tour Eiffel, nous rencontrerons un boxeur oublié, un monstre qui n'en est pas un et un super-héros complètement loufoque, vous allez voir. Ces albums n'ont apparemment rien en commun et pourtant, ils racontent tous la même chose. Ils parlent de femmes et d'hommes qui refusent de subir leur destin. Bienvenue dans Kaboom. Aujourd'hui, ouvrez votre valise, le voyage commence maintenant. Première escale, Terre de sang, Johannes Farr, édition Albin Michel. Là, on peut le voir si vous avez la vidéo. Il existe des auteurs que l'on reconnaît immédiatement parce qu'ils dessinent toujours de la même manière, mais parce qu'ils regardent toujours le monde avec les mêmes questions. Johannes Farr est de cela. Depuis plus de 30 ans, il construit une œuvre qui échappe à toutes les catégories. Bon, bien sûr, il y a le chat du rabbin, Petit vampire, Klemser, petit clin d'œil, ses collaborations avec Lévi Strondheim, ses films, ses romans, ses carnets. Mais réduire Farr à une succession de titres célèbres serait passer à côté de l'essentiel, car son véritable sujet n'est pas la bande dessinée. Son véritable sujet, c'est l'être humain, avec ses contradictions, ses blessures, sa mémoire, ses doutes, et surtout cette question qui traverse toute son œuvre. Comment continuer à vivre lorsque l'histoire laisse des cicatrices? C'est précisément ce qu'il explore dans Terre de sang, chez Albin Michel. Mais attention, ne cherchez pas le Farr avec une leçon d'histoire. Non. Il ne s'intéresse jamais aux dates. Il préfère les regards, les silences, les conversations. Parce qu'il sait qu'une époque se comprend souvent beaucoup mieux à travers un visage qu'à travers un manuel scolaire. Graphiquement, Farr possède quelque chose d'unique. Son trait semble parfois improvisé, comme un musicien de jazz qui partirait dans une variation. Et pourtant, chaque dessin tombe juste. Chaque personnage semble respirer. Chez lui, la beauté n'est jamais une démonstration. Elle est vivante. Cette liberté me fait souvent penser au cinéma de Truffaut. Chez Truffaut, comme chez Farr, les personnages ne sont jamais enfermés dans une idée. Ils changent, ils hésitent, ils se trompent, ils vivent. C'est peut-être cela qui nous les rend si proches. Pourquoi emporter Terre de sang pendant les vacances? Parce que c'est un livre qui continue de travailler en nous longtemps après la dernière page. Ce n'est pas une lecture, c'est une rencontre. Alors quel est mon regard là-dessus? Les grandes bandes dessinées ne donnent jamais de réponse. Elles nous apprennent simplement à regarder autrement. Alors, parler de Farr, c'est parler de mémoire. Et lorsqu'on parle de mémoire, on finit presque toujours par parler de paysages, de pays, de frontières, de Méditerranée. Car il existe un auteur qui, depuis plus de 40 ans, dessine cette mer comme d'autres dessinent un visage. Cet auteur, c'est Jacques Ferrandez. Deuxième escale. Orient perdu, chez Daniel Maguen. Waouh, c'est bon ça, Il y a des dessinateurs qui représentent un décor. Ferrandez, lui, dessine une lumière. Quelques couleurs suffisent et immédiatement, nous sentons la chaleur, la poussière, le vent, les odeurs. Tu sens ?
Depuis Carnet d'Orient, Ferrandez est devenu l'un des grands peintres de la Méditerranée. Mais il serait injuste de ne voir en lui que l'auteur de cette immense fresque. Il a adapté Albert Camus, il a raconté Marseille, l'Algérie, le voyage, l'exil. Parce que ce qui l'intéresse depuis toujours, ce n'est pas la géographie, c'est ce que les paysages racontent des hommes. Avec Orient perdu, il nous entraîne dans l'expédition d'Égypte. Mais très vite, on comprend que son sujet est ailleurs. Il ne raconte pas seulement une campagne militaire, il raconte la rencontre entre deux mondes, deux cultures, deux façons de regarder l'autre, et cela change tout. Les aquarelles de Ferrandez sont d'une beauté saisissante. Chaque page pourrait être encadrée. Mais cette beauté n'est jamais gratuite. Elle sert toujours le récit. Elle donne du souffle, elle laisse respirer le lecteur. En refermant l'album, je n'ai pas pensé à une autre bande dessinée. J'ai pensé à Laurence d'Arabie de David Lean. Parce que dans les deux cas, les paysages ne sont jamais de simples décors. Ils deviennent des personnages. Ils racontent eux aussi une histoire. Pourquoi lire Orient perdu cet été ? Parce qu'il nous rappelle que voyager ne consiste pas seulement à changer de pays. Voyager, c'est accepter de regarder le monde avec les yeux d'un autre. Et mon regard, c'est qu'un grand dessinateur ne reproduit jamais le réel. Il nous apprend à le contempler. Alors, après les grands espaces, les horizons immenses, les couleurs de la Méditerranée, je vous propose de refermer les fenêtres. Baissez les stores. Ça y est, la nuit tombe. Nous quittons la lumière. Direction l'Amérique. Une ruelle, un imperméable, le bruit d'une voiture qui freine et un homme qui avance sans jamais regarder derrière lui. Et son nom est Parker. Eh ouais, Parker, par le génial Darwyn Cooke. Non seulement il est génial, mais en plus les éditions Dupuis en ont fait une intégrale. Il existe des personnages qui cherchent à être aimés. Parker n'en fait pas partie. Il ne demande jamais votre sympathie. Il ne cherche jamais à être excusé. Il avance toujours comme une mécanique parfaitement réglée. Avant de devenir l'une des plus grandes adaptations de l'histoire de la bande dessinée, Parker est d'abord un personnage imaginé par Donald Westlake, sous le pseudonyme de Richard Stark. Ça claque, hein. Sous ce nom, son écriture devient presque chirurgicale. Chaque mot compte, chaque silence aussi. Et c'est précisément ce silence qui fascinera Darwyn Cooke. Beaucoup auraient cherché à moderniser Parker, hein. Cooke fait exactement l'inverse. Il retourne dans l'Amérique des années 50, les Cadillacs, les enseignes au néon, les bars, les hôtels anonymes, les costumes impeccables. Son dessin possède une élégance incroyable. On pense immédiatement au grand cinéma noir américain. À John Boorman et son chef-d'œuvre Le Point de non-retour avec Lee Marvin, à Walter Hill, à Michael Mann, bref, vous avez compris, on est dans la bonne ref. Tous ont compris qu'un homme qui parle peu devient souvent plus fascinant qu'un héros bavard. Darwyn Cooke était un immense raconteur d'histoire. Son découpage est d'une précision presque musicale. Une case, un regard, une main qui se referme. Tout est dit. Il n'a jamais cherché les faits, il cherchait le rythme. Et c'est exactement ce qui fait la grandeur de cette adaptation. Pourquoi emporter Parker dans votre valise cet été ? Parce qu'il existe des livres qui vieillissent et d'autres qui deviennent des classiques. Parker appartient à cette deuxième famille. Alors mon regard est que le talent d'un immense dessinateur ne consiste pas à tout montrer. Il consiste à nous faire entendre le silence. Alors nous venons de quitter un homme qui ne croyait qu'aux faits. Notre prochaine escale nous fait rencontrer un homme qui croyait, lui, à l'impossible. Un rêveur, un créateur, quelqu'un qui imaginait des mondes que personne ne voyait encore. Cet homme s'appelle George Lucas. La force est avec nous. Nous venons de quitter un homme qui croyait qu'au fait. Parker ne rêve jamais, il agit. Notre prochaine escale nous emmène exactement à l'opposé, vers un homme qui a commencé par un rêve si immense que tout le monde le croyait impossible. Il ne portait pas de revolver, il avait simplement un crayon, une caméra et une imagination sans limite. Cet homme s'appelle George Lucas. Alors pour cette 4e escale, Les Guerres de Lucas tome 2 de Laurent Hopman et de Ronan Roche, aux éditions Deman, c'est un cadeau. Lorsque l'on propose et qu'on l'on prononce aujourd'hui son nom de George Lucas, on pense immédiatement à Star Wars.
On imagine les sabres laser, Dark Vador, la musique de John Williams, vous l'avez eu, les files d'attente devant le cinéma, on pense à une légende, mais on oublie souvent qu'avant de devenir un mythe, Star Wars fut d'abord un pari presque insensé. En 1976, personne n'y croyait vraiment. Les producteurs sont inquiets. Les effets spéciaux n'existent pas encore. Le tournage accumule les retards, les acteurs eux-mêmes se demandent parfois dans quelle aventure ils sont embarqués. Et pourtant, George Lucas continue. Parce qu'il voit déjà un film que personne d'autre ne voit encore. C'est précisément cette aventure que racontent Laurent Hauptmann et Ronan Roche dans Les Guerres de Lucas. Mais cette bande dessinée est beaucoup plus qu'un récit de tournage. Elle raconte la naissance d'une idée. Elle montre que les grandes œuvres sont rarement des éclairs de génie. Elles sont faites de travail, de doute, d'obstination. Lucas ne crée pas seulement une saga de science-fiction, il construit une mythologie moderne. Il mélange Akira Kurosawa, pour qui j'ai... Bref, vous avez compris, j'adore. Ran, Kagemusa, les récits arthuriens, les westerns de John Ford, les serials américains des années 30, les travaux de Joseph Campbell sur les mythes fondateurs. Et peu à peu, un univers prend forme. Le dessin de Ronan Roche restitue cette énergie avec beaucoup d'intelligence. Il ne cherche jamais à imiter des images du film. Il raconte l'envers du décor, les plateaux, les ateliers, les réunions, les moments de doute. Et c'est souvent là que naît l'émotion. En refermant cet album, je n'ai pas seulement pensé à Star Wars, j'ai pensé à Cinéma Paradisio, chef-d'œuvre. Parce que dans les deux cas, on célèbre la même chose, le pouvoir du cinéma de changer une vie. Pourquoi emporter George Lucas, Les Guerres de Lucas cet été ? Parce que c'est un livre qui rappelle que les rêves impossibles sont souvent ceux qui méritent d'être poursuivis. Alors mon regard, c'est que les grands créateurs ont tous un point commun. Ils voient un monde qui n'existe pas encore, puis ils nous donnent envie d'y croire. Alors la transition est toute faite. George Lucas a inventé une galaxie. Et notre prochain personnage, lui, n'a rien inventé. Il a simplement réussi à convaincre les autres de croire à une histoire totalement impossible. Parfois, une bonne illusion vaut presque une œuvre de fiction. L'homme qui vendit la Tour Eiffel. Des dessins et scénarios de Marchetti et Falzon. C'est édité chez Glénat. Certaines histoires semblent tellement invraisemblables que l'on est persuadé qu'un scénariste les a inventées. Et pourtant, celle-ci est authentique. Nous sommes en 1925. Paris est en pleine effervescence. Qu'est-ce que je t'aime, Greg ? Paris est en pleine effervescence. La Tour Eiffel est déjà le symbole de la capitale. Et un homme va imaginer l'impensable. La vendre. Ouais, vendre la Tour Eiffel. Cet homme s'appelle Victor Lustig. Il n'est ni gangster, ni braqueur, ni aventurier. C'est un virtuose. Un homme qui comprend une chose essentielle. La meilleure façon de tromper quelqu'un est de lui faire croire qu'il a envie de croire. C'est toute la force du scénario de Marchetti. Il ne raconte pas seulement une escroquerie. Il raconte un monde où l'apparence vaut parfois davantage que la vérité. Le dessin de Falzon restitue avec élégance le Paris des années folles. Les hôtels particuliers, les grands restaurants, les automobiles, les costumes impeccables. On entend presque les orchestres de jazz. L'album possède le charme des grands films d'arnaque. Impossible de ne pas penser à l'arnaque avec Newman et Redford. Ou encore à Arrête-moi si tu peux de Spielberg. Mais Victor Lustig les a précédés avec plusieurs décennies. Pourquoi lire L'homme qui vendit la Tour Eiffel ? Parce qu'il nous rappelle une vérité amusante. La réalité est parfois tellement folle qu'elle dépasse largement la fiction. Alors mon regard, c'est que les meilleurs escrocs ne volent pas seulement de l'argent, ils volent notre confiance. Après un homme qui a trompé tout le monde, je voudrais vous parler d'un homme que le monde a presque oublié. Il ne cherche pas la gloire, il cherchait simplement sa place. Et c'est précisément pour cela que son histoire nous touche encore aujourd'hui. Pour cette 6e escale, Kid Francis arrive, avec Marius Rivière au scénar et Grégory Mardon au dessin. C'est édité chez Casterman. Les héros ne portent pas toujours une cape. Parfois, ils enfilent simplement une paire de gants de boxe. Kid Francis raconte la vie de Francesco Buonagurio, un destin hors du commun. Mais ce qui frappe immédiatement, c'est que cette bande dessinée ne cherche jamais à fabriquer une légende. Au contraire, Marius Rivière raconte un homme, avec ses hésitations, ses échecs, ses victoires, ses blessures.
La boxe devient ici un langage, une manière de parler de la dignité, du courage. Pas mieux. Pas mieux. Et de cette époque où chaque génération semblait devoir se battre pour exister. Le dessin de Grégory Mardon accompagne cette émotion avec beaucoup de délicatesse. Son trait ne cherche jamais le spectaculaire. Il privilégie les regards, les silences, les gestes. Les visages portent davantage d'émotions que les coups échangés sur un ring. C'est sans doute ce qui rend cet album si profondément le mien. En le lisant, je pensais souvent au cinéma de Robert Guédiguian. Cette manière de raconter les oubliés de l'histoire avec une immense tendresse. Pas de héros invincibles, hein. Seulement des femmes et des hommes qui avancent malgré tout. Publié chez Casterman, Kit Francis nous rappelle que la bande dessinée possède une qualité extraordinaire. Elle peut redonner une voix à ceux qui, le temps, avaient peu à peu fait disparaître. Pourquoi Kit Francis pendant les vacances ? Parce que les plus belles biographies ne parlent jamais seulement de leurs personnages. Elles parlent aussi de nous. Alors mon regard est que la mémoire n'appartient pas seulement aux livres d'histoire. Elle vit aussi dans les histoires que l'on choisit de raconter. Depuis le début de cette émission, nous avons rencontré des hommes qui ont réellement existé. Sfar, Ferrandez, Lucas, Lustig, Kit Francis. Mais notre prochaine rencontre sera différente. Le personnage dont nous allons parler n'a jamais vécu. Et pourtant, tout le monde croit le connaître. Il est né sous la plume d'une jeune femme de 18 ans. 2 siècles plus tard, il continue d'habiter notre imaginaire. Son nom, Frankenstein. Depuis le début de cette émission, nous avons rencontré des auteurs, des aventuriers, un escroc de génie, un boxeur, un cinéaste visionnaire. Des femmes et des hommes qui ont réellement existé. Notre prochaine rencontre est différente. Vous avez compris que le personnage dont vous allez parler n'a jamais vécu. Et pourtant, il est sans doute aussi célèbre que beaucoup d'entre eux. 2 siècles après sa naissance, il continue de hanter notre imaginaire. Son nom est connu de tous, mais son histoire, elle, est souvent mal comprise. Bienvenue chez Frankenstein, c'est la 7e escale. Dessiné par l'extraordinaire David Sala, le génial David Sala. C'est édité chez Casterman. Il existe des personnages qui dépassent leur créateur. Don Quichotte, Sherlock Holmes, Dracula et bien sûr Frankenstein. Mais commençons par établir une vérité. Frankenstein n'est pas le monstre, Frankenstein est le scientifique. La créature, elle, n'a jamais reçu de nom. Cette confusion existe depuis près de 2 siècles et finalement, elle dit beaucoup de notre époque parce que nous retenons souvent l'image en oubliant l'histoire. En 1818, Mary Shelley n'écrit pas un roman d'horreur, elle écrit un roman profondément moderne. Elle s'interroge sur la responsabilité du créateur, sur la solitude, le rejet, sur ce besoin universel d'être accepté par les autres. La créature n'est pas mauvaise. Elle devient violente parce qu'elle est rejetée. C'est une nuance essentielle. Et c'est précisément celle que David Sala choisit de mettre en lumière. Avec cette adaptation publiée chez Casterman, il ne cherche jamais à impressionner. Il cherche à émouvoir. David Sala est un cas à part dans la bande dessinée. Il est illustrateur, peintre, conteur. Chaque planche semble sortir d'un musée. On y retrouve l'influence de Gustav Klimt, Egon Schiele, Gustave Moreau, Odile Rodin, des peintres symbolistes de l'Art Nouveau. Ces couleurs enveloppent les personnages. Ces compositions ralentissent notre lecture. On ne dévore pas cet album. On le contemple. On s'arrête. On revient en arrière, comme devant un tableau. Évidemment, impossible de ne pas penser au Frankenstein réalisé par James Whale en 1931 avec l'immense Boris Karloff. Ce film a façonné notre imaginaire collectif. Mais David Sala fait exactement le chemin inverse. Il nous ramène à Mary Shelley, à la littérature, à la poésie, à cette immense tristesse qui habite la créature. Pourquoi lire Frankenstein cet été ? Parce que certains livres ne cherchent pas seulement à raconter une histoire. Ils nous apprennent à regarder autrement ce que le monde préfère tenir à distance. Alors, les grandes œuvres traversent les siècles parce qu'elles continuent de poser les mêmes questions. Et la plus belle de toutes est peut-être celle-ci. Qu'est-ce qui fait vraiment de nous un être humain ? Une question dans cette période.
Finalement, Frankenstein nous raconte autre chose. Le pouvoir de l'imagination. Une jeune femme invente un personnage. 200 ans plus tard, il est toujours vivant. Il appartient désormais à chacun de nous. Et c'est peut-être cela, la réussite ultime d'un auteur. Créer un personnage qui lui survivra. Et justement, le dernier héros de notre voyage est lui aussi une création. Mais cette fois, nous quittons la mélancolie. Nous laissons les ombres derrière nous, place au rire. Parce qu'un été sans rire, ce n'est plus vraiment l'été. Alors, 8e escale. Captain Biceps, tome 8 de Thébault et Zep aux éditions Glénat. Tu as vu ce super-héros, il a tout pour nous. Depuis le début de cette émission, nous avons parlé d'histoire, de mémoire, de création, de voyage. Il fallait terminer autrement avec un sourire. Parce que le rire est aussi une forme d'intelligence. Je sais de quoi je parle. Captain Biceps est né de la rencontre entre deux auteurs qui connaissent parfaitement la bande dessinée populaire. Zep, le père de Titeuf, et Thébault, l'un des dessinateurs les plus inventifs de sa génération. Leur idée est géniale, prendre tous les codes des super-héros et les pousser jusqu'à l'absurde. Des muscles gigantesques, des poses héroïques, des ennemis extravagants. Des combats impossibles, tout y est. Mais toujours avec cette élégance qui consiste à rire avec les personnages, jamais contre eux. Car pour parodier Superman, Batman ou les héros Marvel, ouais, Greg est toujours là. Encore faut-il les aimer profondément. Et cela se sent à chaque page. Le dessin de Thébault déborde d'énergie. Tout bouge, tout explose, tout vit. Chaque case possède un rythme incroyable. On retrouve quelque chose de grand cartoon de la Warner, de Tex Avery, de Chuck Jones. Et même parfois, l'énergie des premiers films de Sam Raimi lorsqu'il adaptait Spider-Man. Mais derrière les gags, il y a une vraie réflexion. Pourquoi avons-nous autant besoin de héros ? Pourquoi aimons-nous autant les personnages plus grands que nature ? Parce qu'ils nous permettent de redevenir des enfants. Pourquoi lire Captain Biceps cet été ? Parce qu'il nous rappelle qu'une bonne bande dessinée peut aussi avoir un objectif très simple. Nous rendre heureux. Alors, le rire est parfois la plus belle preuve d'intelligence. Et une bande dessinée qui nous fait rire est souvent une bande dessinée que l'on garde longtemps dans sa bibliothèque. Et elle est grande la mienne. Hein. Alors voilà, notre voyage touche à sa fin. Nous avons traversé la mémoire de Sfar, la Méditerranée avec Ferrandez, l'Amérique du roman noir grâce à Darwin Cook, les coulisses de la naissance de Star Wars avec Laurent Hoffman et Ron Orange, le Paris des années folles de Mark-Etty Falzon, retrouver un destin oublié avec Marius Rivière et Grégory Mardon, contempler les planches de David Sall et terminer en riant avec Thébault et Zep. 8 albums, 8 univers, 8 regards et pourtant une seule idée. La bande dessinée n'est pas un genre, c'est une manière de raconter le monde. Elle dialogue avec la littérature, le cinéma, la peinture, la musique. Elle parle de notre passé, elle interroge notre présent. Et parfois, elle nous aide même à imaginer l'avenir. Alors cet été, que vous soyez au bord de la mer, en montagne, dans un train, dans un avion, ou tout simplement installé dans votre fauteuil, poussez la porte d'une librairie, laissez-vous surprendre, choisissez un album au hasard, parce que derrière une couverture se cache peut-être un voyage que vous n'aviez pas prévu. Et les plus beaux voyages sont souvent ceux qu'on n'avait pas imaginés. Merci d'avoir partagé cette balade avec moi. Merci aux auteurs, aux éditeurs et merci à vous, chers auditeurs de Radio J. Merci pour votre fidélité. Merci à tous. Je vous souhaite un très bel été rempli de découvertes, de curiosités et de belles lectures. À tout le monde, à Gilou, à Mimi, à tout le monde. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Kaboom. D'ici là, n'oubliez jamais que le plus beau des voyages commence en tournant une page. Radio J.